Bonjour à tous. Alors, je vais vous connecter sur le WooClap pour que ce soit un minimum interactif. Bon, on ne sera pas nombreux, mais par exemple, vous êtes quatre sur le WooClap. Connectez-vous. Normalement, il n'y a pas besoin de télécharger l'application. Vous avez juste besoin de scanner le QR code et vous aurez accès aux questions. Du coup, alors j'excuse Marine qui devait faire la présentation aujourd'hui, qui n'a pas pu. Donc, j'ai repris. Au pied levé. Moi, je suis le docteur Quentin Gallet, je suis médecin psychiatre sur le CHU d'Angers. Je fais essentiellement de la psychiatrie de la personne âgée. Et voilà, je fais un peu de recherche accessoirement aussi. Et donc, l'objectif de ce cours-là, je suis désolé, ça me perturbe le truc au milieu, c'est la bouche. L'idée de cette présentation-là, c'était de un peu comment développer finalement une question de recherche à partir d'une question que l'on peut se poser au quotidien, donc vraiment d'une question clinique, et d'aller aussi sur comment je commence une recherche un peu bibliographique, et puis même je proposais d'aller un tout petit peu plus loin en comment je fais pour organiser, récupérer les articles, les enregistrer, et puis même comment éditer une bibliographie quand c'est nécessaire, ça peut être des outils pratiques. Alors, la première question, c'est est-ce que ça me permet d'adapter aussi mon propos au cours du webinaire. Si vous avez qu'attendez-vous de ce webinaire en termes est-ce que vous avez des questions déjà en amont de ce webinaire, pour ceux qui sont connectés? Je suis désolée, Est-ce moi, je suis pas encore sur WooClap, donc j'essaie de m'y mettre. Mais est-ce que c'est possible de juste de remettre le QR code? Je suis arrivé 3 minutes en retard. Pas de souci. Ouais, Pas merci de beaucoup. souci. N'hésitez pas, ceux qui sont arrivés, qui n'ont pas le clap, vous me, vous me redites et je vous mets le QR code. En fait, moi, c'est Bon, juste que je regarde depuis mon téléphone, parce que bon, les Ouais, bah autres oui, c'est bien. ne pas, et du coup, je ne peux pas faire. Après, vous pouvez aussi parler à l'oral. Vu qu'on n'est Ouais, pas ok. nombreux, je pensais qu'on Ouais. serait un peu plus nombreux. Vous pouvez aussi proposer à l'oral. Et les deux modalités sont possibles. PubMed, bah oui, oui, ça peut être pas mal. Équation de recherche, ok, on va en parler un peu. Je laisse encore quelques secondes et puis. Hmm, ah, ok. Moteur de recherche en français. Ok. Déjà, ouais, pour beaucoup, j'imagine. Ok. Donc l'objectif de ce cours, en tout cas ce que je me suis mis, c'est comment on part d'une question que l'on peut se poser au quotidien en clinique et comment j'en extrais une question de recherche. Comment je sais aussi si ma question de recherche, alors elle est forcément pertinente, mais en tout cas, est-ce qu'elle peut être développée après dans les suites, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une pertinence à aller un peu plus loin et peut-être développer un protocole ou je sais pas, une revue de la littérature, par exemple, ça peut être des objectifs quand on fait une thèse, notamment une thèse de médecine. Comment utiliser la méthode PICO? Alors, vous allez voir, c'est une méthode qui est relativement simple et qui permet de structurer sa pensée et sa question, qui va en fait
beaucoup nous aider sur comment je fais ma recherche bibliographique derrière, comment j'organise ma question de recherche. Et en fait, elle est assez simple, mais extrêmement importante parce que c'est ce qui va être la base de toute votre recherche derrière. Et que si votre question est mal posée d'emblée, eh ben, vous allez déjà avoir du mal à vraiment retrouver les articles qui vous intéressent réellement. Et en plus de ça, par exemple, si vous faites une revue de la littérature et que la question n'est pas forcément suffisamment précise, par exemple, vous allez avoir du mal à répondre à votre question. Et puis, vous risquez d'être dans un flou artistique qui peut amener du coup à une revue de la lecture qui va être plus difficile à exploiter. Également de construire une équation de recherche. Alors, l'équation de recherche, elle peut être à la fois très simple, et je vous montrerai un exemple, elle peut être à la fois très complexe. Excusez-moi. Et l'objectif, là, c'est de vous donner un peu un aperçu un peu des deux, mais quand même sur quelque chose qui est pratique et utilisable au quotidien, parce que vous allez voir, ça peut être assez compliqué, on ne rentrera pas dans tous les détails. Et puis après, comment je fais une bibliographie, quels outils je peux utiliser, et comment je fais pour éditer, par exemple, effectivement, une bibliographie. La première question qui est importante de se poser, c'est celle que l'on se pose en fait en clinique. Pour le coup, nous, on est des cliniciens, alors on peut faire effectivement un peu de recherche, mais on n'est pas tous des chercheurs. L'objectif, c'est de partir d'une observation clinique que l'on a au quotidien, pour lequel on s'interroge, parce qu'on a forcément on n'a pas la réponse, on s'interroge sur un traitement, on s'interroge sur une maladie, on s'interroge sur des recommandations, ou alors on se dit, bah tiens, c'est bizarre, je trouve qu'il y a un flou, peut-être dans mes connaissances, mais il y a un flou aussi peut-être sur les connaissances d'une pathologie, d'un traitement, donc il y a une incertitude va vous faire émerger une première question. Alors ça peut être une incertitude par rapport à une maladie, par rapport à un traitement, mais ça peut être parce que aussi on a des pratiques qui vont être différentes. Par exemple, deux pratiques infirmières. Bon, je me pose, bah, est-ce qu'il y en a une qui est plus pertinente qu'une autre? Ça peut être par exemple la désinfection en trois temps. Bah, voilà, il y a eu des questionnements à un moment donné sur est-ce qu'il faut mieux faire ce type de désinfection plutôt qu'une autre. Et puis parfois aussi on a des données contradictoires. On va dire, bah oui, bah, ce traitement-là, ça entraîne tel effet secondaire, et puis un autre qui va dire, bah non, c'est l'inverse, ça entraîne pas trop d'effets secondaires. Donc, on a aussi des données qui peuvent être contradictoires, et c'est comment essayer de retrouver aussi ces données-là contradictoires qui vont nous permettre après de faire émerger de la question qu'on s'est posée, bah, pourquoi pas un projet de recherche, etc. Ou l'absence de recommandations claires, et ça, c'est ce qu'on voit notamment dans les revues de la littérature, les méta-analyses, où l'objectif, c'est de récupérer d'essayer de récupérer, ou en tout cas de formuler des recommandations claires sur une pratique, sur un traitement, sur une maladie. Ce que je propose, c'est de noter sur une feuille ou sur votre ordinateur, de noter une observation clinique, ou en tout cas un questionnement clinique que vous êtes posé au quotidien qui est resté sans réponse. Et l'objectif, c'est d'essayer de vous accompagner en même temps que moi sur bah, comment j'essaye de résoudre cette question clinique, comment j'essaye de trouver des informations par rapport à ce questionnement. Donc, je vous laisse quelques minutes pour rédiger votre question. Et en même temps, je continue à vous parler. Euh, pour vous donner un exemple, je prends un exemple qui est dans un de mes domaines, qui est la question que l'on peut se poser régulièrement, qui est, bah, on observe que bah, beaucoup de patients qui prennent des benzodiazépines semblent avoir un déclin cognitif. Donc, vraiment un déclin sur la mémoire, l'attention, la concentration, tout ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Si voilà, je fais une première formulation de ma question, c'est les benzodiazépines sont-elles mauvaises pour la mémoire? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Ok, comment définir mauvais? Biais, c'est si la personne a mis biais qu'elle veut parler, ça peut être intéressant. Voilà, un peu plus loin.
laisse encore quelques secondes. Ok. Alors, c'est vrai qu'on présume, en général, sur la question, il faut essayer d'être le plus neutre possible et pas de présumer les faits. C'est-à-dire que si on présume de les faits, bon, bah, c'est-à-dire qu'on déjà, on va orienter notre recherche, on va orienter, donc on part déjà avec, on se construit un propre biais, on va venir essayer de valider quelque chose que l'on a préconçu. Donc l'idée, c'est de partir avec zéro hypothèse initiale et de se dire, bon, bah, je vais vraiment regarder au regard de la littérature un effet. Alors, il y a un truc que vous notez qui est quand même la définition de mauvais. Alors, effectivement, quand on repart sur cette phrase-là, les benzodiazépines sont-elles mauvaises pour la mémoire? Alors, effectivement, en fait, la définition de mauvaise, bah, c'est très flou. En fait, cette question, elle est très floue. Et en fait, elle est très floue si on prend l'ensemble de cette question. Les benzodiazépines. Bon, ok, c'est un traitement, mais en fait, il y a plein de benzodiazépines. Et puis les benzodiazépines, c'est-à-dire on les prend, c'est quoi? C'est juste une prise le matin, c'est en une fois, c'est pendant 3 mois, pendant 6 mois. Comment on définit la prise de benzodiazépines? Et puis la mémoire, c'est quoi la mémoire? En fait, il y a plein de mémoires différentes. Est-ce qu'on parle de la mémoire épisodique? Est-ce qu'on parle de la mémoire de travail? Et puis on parle de chez les enfants, on parle chez les sujets âgés, on parle chez les jeunes. De quoi on parle? Et en fait, on voit bien que la question, elle est très floue. Elle est très floue, et donc du coup, c'est très difficile à partir de cette question-là de définir une vraie question de recherche. Donc la question est trop vague, et nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir quand même une question précise qui va pouvoir avoir dans sa question au moins une donnée qui peut être mesurable et plus ou moins reproductible. Et c'est là qu'intervient du coup la méthode Picot. Alors la méthode Picot, ça reprend du coup, la population, l'intervention, l'exposition, le comparateur et l'outcome. Alors, juste pour y revenir, la population, c'est dans quelle population votre question se pose. En général, et d'ailleurs, quand vous posez une question qui est une question quelle qu'elle soit, elle s'interroge un patient qui va avoir un âge, qui va avoir un contexte, et tout cet âge, ce contexte-là, il est extrêmement important. Si je me pose une question chez les sujets âgés, bon, bah, c'est pas chez les sujets jeunes, évidemment. Donc déjà, la population dans laquelle vous vous posez la question, est extrêmement important à définir. Parce que ça va pas du tout être la même chose si vous vous intéressez aux enfants que chez le sujet âgé. L'intervention ou l'exposition, bon bah là en l'occurrence c'est des personnes qui sont exposées versus des personnes qui sont non exposées aux benzodiazépines. Le comparateur, donc l'exposition c'est, alors pardon, c'est l'exposition en tout cas chronique aux benzodiazépines, et le comparateur c'est les personnes qui vont être exposées ou non exposées. Et puis l'outcome ça va être un outcome qu'on peut définir sur le déclin. Est-ce qu'il y a une incidence de maladies dégénératives, neurodégénératives plus importante? Ça peut être aussi un score cognitif, type MMS ou autre, qui permet du coup de définir, euh, du coup une bonne question de recherche. Je remets juste parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui y arrivaient, je vous remets juste oups, Sinon, le on l'a QR mis code dans le pour ceux qui chat. viennent d'arriver. Vous Ouais. l'avez tous? Ah, On ok, l'a aussi super. mis dans le chat si besoin. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer juste pour rédiger votre question finale sur celle que vous êtes posée? Ou alors intervenir à l'oral, hein. On n'est pas très nombreux, donc on peut se permettre. Si quelqu'un veut la proposer à l'oral, il peut, hein. Bon, peut-être que ça marche pas. On va passer.
Quelqu'un veut la dire à l'oral? Docteur Gallet, est-ce que vous m'entendez? Ouais. C'est Caroline Boudieu du centre hospitalier de Saumur. Excusez-moi, je trouve votre méthodologie vraiment très intéressante et bravo. Enfin, moi, je suis directrice adjointe chargée enfin, de la recherche notamment. Et donc, nos personnels sont vraiment au centre hospitalier de Saumur en plein en pleine réflexion sur comment lancer un process recherche pour diffuser aussi au sein de nos services. Donc, désolé, on n'est pas aussi abouti. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas en capacité de vous répercuter les demandes des professionnels, mais je trouve que votre méthode, et ça fonctionne très bien, hein, c'est pas du tout Ah, pas de sur souci. la forme, Après, ça c'est juste qu'on fonctionne très est. bien, mais c'est plus sur le fond qu'on est un petit peu gêné parce qu'on est vraiment au début, à l'amorce de ce type de réflexion. Donc, merci de votre Ok. expérience et puis merci de nous En- donner la méthode qu'on diffusera ensuite. Mais pour l'instant, à moins qu'un des cadres que je vois en ligne soit en capacité, mais on est vraiment au début du process. Oui, oui. Alors après, il faut pas hésiter. En fait, il faut pas se freiner à avoir peur de. Enfin, en tout cas, il faut pas se freiner. En fait, les questionnements que l'on se pose, c'est des questionnements qu'en fait on a au quotidien et que forcément vous l'avez. Euh, et c'est pas il n'y a pas besoin forcément de se dire. Il faut pas forcément une question complexe. Ça peut être. Ça peut être même des questions de managériales, ça peut être même des questions, ça peut être des questions du quotidien, hein, ça peut être, mais en fait, c'est même c'est un questionnement qu'on peut avoir. En fait, c'est une façon de raisonner, une méthodologie qu'on peut avoir même sur des questions très bateau du quotidien. J'essaie d'en trouver une pour vous donner un Non, mais exemple, vous avez mais raison, c'est tout à fait pratique. C'est tout à fait ouais, pratique. C'est un cheminement intellectuel qui est intéressant pour tout domaine. ouais, c'est ça. C'est pas, il faut pas se dire oui, c'est forcément sur un sujet scientifique. Ça permet d'avoir vraiment une architecture de base qui est globalement un peu solide et qui permet effectivement de l'utiliser un peu n'importe quand. Alors évidemment, là, c'est plutôt sur la science parce que c'est notre domaine, mais ça peut être évidemment pour d'autres choses. Alors nous, dans notre Moi, exemple sur les j'ai une question. benzodiazépines, ouais, Quentin, si tu veux, moi, c'était ta question, c'était sur une question que nous, on pouvait formuler, c'était par rapport à ton cas clinique. C'est oui, dans en notre... fait, non, c'était par rapport à votre question à vous. Oui, oui, voilà. Alors moi, j'ai deux exemples, euh, mais un qui est très précis, mais difficilement faisable. Moi, je suis psychiatre en périnatalité, du coup, et récemment, je me suis formée au NBO, qui est en gros, on va dire une échelle d'évaluation du bébé en présence de ses parents. Et du coup, la question qui est, qui est il y a eu peu de recherches dessus, mais en gros, c'est est-ce que ce temps d'évaluation, qui n'est pas vraiment une évaluation, mais attends, ce temps d'interaction parent-bébé-soignant, si on le fait à la maternité, ce test il peut être fait sur les bébés jusqu'à 3 mois, est-ce que ça diminue la dépression du postpartum? En gros. Donc en En gros, gros, tu as une population. est-ce que la passation de NBO, enfin de cet outil, durant le séjour à la maternité, enfin voilà, peut permettre de Chez les diminuer, femmes, du coup. chez les femmes, ouais, chez les femmes, peut permettre de diminuer la dépression du postpartum. Ouais. Donc du coup, tu as une population qui est Mm. du coup effectivement les femmes en postpartum en maternité. Mm. euh, et donc tu as ton intervention, donc c'est la passation de l'intervention. Et puis ton comparateur, c'est est-ce que finalement, entre ceux qui vont avoir l'échelle ou est-ce qu'ils vont pas avoir l'échelle, est-ce qu'ils vont avoir plus ou moins une incidence de un épisode Mm. dépressif caractérisé post, je vais pas y arriver. Postnatal. Ouais, postnatal, merci. Donc effectivement, en fait, tu reprends tous tes éléments, donc population, intervention, comparateur et outcome, ça te permet d'avoir une question qui est globalement précise. Mm. À partir de là, une fois que vous avez construit votre population, votre question, donc nous, dans notre question, c'est chez les sujets qui ont plus de 60 ans, 65 ans, donc personnes âgées globalement, sans démence initiale, donc on essaie d'être le plus précis possible, que l'exposition chronique aux benzodiazépines, donc tous les mots sont importants. Exposition, donc ça veut dire que la personne est exposée ou non exposée aux benzodiazépines, de façon chronique, donc il y a une notion de temps qui est extrêmement important, parce que c'est pas pareil si vous avez été exposé une journée, une fois, ou pendant 40 ans. Est-ce que vous avez été exposé ou non de façon chronique aux benzodiazépines?
le comparateur donc non exposé, et puis on va regarder si incidence de démence ou déclin cognitif. Une fois que vous avez établi votre question, donc vous avez votre questionnement, votre question est claire, qu'est-ce que je fais? Là, l'objectif, à mon sens, c'est de partir de quelque chose qui va être très large et de filtrer au fur et à mesure pour avoir les informations les plus précises possibles. Moi, ce que je vous propose, c'est ma façon de voir un peu les choses, en tout cas de façon pédagogique actuellement, pour pouvoir faire émerger des premières réponses à vos questionnements. Et puis après, vous ferez évidemment comme vous voulez. Alors, une fois que vous avez votre question, en fait, votre question va vous permettre déjà de pouvoir sortir des mots-clés. Si je reviens sur ma question, si je reviens sur la question, vous avez patient de 65 ans, donc plutôt personne âgée, vous avez exposition chronique aux benzodiazépines, et puis vous avez risque ou déclin cognitif ou risque de démence. Et donc ça va vous permettre comme ça d'avoir les grands groupes, les grands, si vous voulez, les grands groupes dans lesquels vous allez chercher les informations quand vous allez faire votre recherche. Et donc, par exemple, bah, vous avez benzodiazépine, mais ça peut être également hypnotique. Vous avez cognitive decline or dementia, et puis les personnes âgées. Donc, vous retrouvez les grands groupes de votre question, donc benzo, le traitement, le déclin cognitif ou la démence, et puis l'âge ou elderly. Donc, ça, c'est les mots-clés que vous allez avoir, que vous allez mettre dans PubMed. Alors, en pratique, comment ça marche? Moi, ce que je vous conseille, normalement, vous voyez bien euh, ma- mon partage d'écran. Ce que je vous conseille. Alors, ici, je vous mettais Consensus. Consensus, c'est une base IA qui est faite pour tout ce qui est revue de la littérature. Donc, en gros, j'ai repris ma question de recherche, ici. Je l'ai juste copié-collé dans le moteur de recherche Consensus. Donc voilà, vous l'avez là. Chez les patients de plus de 65 ans, l'exposition chronique aux benzodiazépines est-elle associée à un risque accru de déclin cognitif comparé à l'absence d'exposition? Sur Consensus, vous avez la version gratuite qui vous permet d'avoir un nombre de recherches possibles. Et donc, ce que vous voyez, bah, c'est que déjà, sur votre première question, vous avez des articles qui vont vous dire, bah oui, il y a un risque de déclin, donc 46% des cas, et puis non dans 46 autres pourcents des cas. Ce que ça veut dire, c'est que déjà, vous avez une réponse qui n'est pas consensuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, il n'y a pas de consensus qui s'est dessiné sur cette question-là. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une interrogation qui peut être pertinente d'aller chercher plus loin. Ah bah ok, bon en fait, quand on met des benzodiazépines chez les patients âgés, ou en tout cas ceux qu'on a depuis longtemps, eh ben, ils vont pas forcément avoir de risque de démence, ou au contraire, ils vont avoir un risque de démence. Donc on ne sait pas, on n'a pas la réponse, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus qui se dessine. Et donc, déjà, consensus, il vous dit, ah bah oui, c'est une question intéressante, puisque en plus de ça, effectivement, personne n'est d'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, donc, dans consensus, il vous met tous les articles qu'il a été cherché, et donc il vous met ici l'ensemble des articles qu'il a été cherché. Ce qui est très bien, c'est que il vous met quand il a les PDF et il vous met quand il a tous les textes. Donc par exemple, ici, vous avez accès au PDF, il me semble, et donc vous avez ici votre article. Une fois que vous avez lu, vous dites, ah bah tiens, cet article, il est intéressant, parce que, bah, effectivement, il parle bien des benzos et du risque d'incidence de démence, donc c'est pile la question que je me pose. Souvent, ça fait peur. Quand vous êtes sur l'article, vous dites, merde, par quoi je commence? Euh, c'est très compliqué. Moi, ce que je vous conseille, quand vous débutez une recherche et que vous voulez un peu appréhender euh, les grandes thématiques, les grandes problématiques de ce sujet-là, c'est de lire l'introduction. Parce que souvent, l'introduction, elle va reprendre les dernières connaissances qui permettent de vous mettre à jour sur l'ensemble des connaissances, les différentes problématiques, comme je viens de le dire. Alors des fois, les introductions sont plus ou moins complètes, ça dépend beaucoup de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui veulent des introductions très courtes, d'autres plus longues. Mais globalement, sur l'introduction, vous allez avoir l'ensemble des informations qui vont vous permettre de vous mettre dans le bain de cette thématique. Ensuite, vous avez donc méthode. Donc ça, c'est les Quentin, structures je classiques t'arrête. Est-ce que d'articles. tu peux Ouais, zoomer ton ouais, écran? Parce ouais, que tout à fait. je sais pas si pour les autres, mais chez nous, ça apparaît tout petit. C'est bon Encore. comme ça? C'est bien, merci. Donc vous avez l'introduction.
La partie méthode, donc matériel méthode, cette partie-là, elle ne va pas vous intéresser maintenant. Là, vous êtes vraiment dans la démarche de, bah, j'ai une question, j'ai envie de savoir comment ça se passe dans cette littérature-là, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les difficultés, etc. La matériel méthode, c'est juste matériel méthode du travail que les auteurs ont fait, ça ne va pas forcément vous intéresser. Pareil, les résultats bruts, ça va pas forcément vous intéresser. Ça, vous le lisez vraiment quand vous voulez vraiment aller au fond de l'article, savoir ce qu'il a fait, comprendre ses limites, etc. Donc, c'est pas forcément ce que vous allez regarder en premier. Par contre, la deuxième chose importante à aller regarder, c'est la discussion. Et même les premières lignes de la discussion, c'est elles qui vont résumer les résultats de l'article. Donc, en fait, ils font le travail à votre place. Ils vous disent, ah bah très bien, c'est ce qu'on a observé. Ils font un résumé des résultats. Et puis après, vous pouvez continuer un peu, et ils vont mettre en perspective les résultats avec la littérature. Dire, bah oui, bah très bien, on observe qu'effectivement, il y a un surrisque, je sais pas, de maladie d'Alzheimer chez les patients qui prennent des benzos, mais effectivement, peut-être que c'est expliqué par tel ou tel facteur confondant. Enfin bref, ils vont aller un peu plus loin dans la compréhension de leurs résultats, et ça, vous pouvez le lire, ça va vous permettre d'appréhender un peu plus toutes les difficultés euh, toutes les aspérités finalement de ce travail. Mais globalement, si vous lisez l'introduction et le début de la discussion, vous avez déjà beaucoup d'informations sur l'étude. Et l'autre solution, c'est également de lire l'abstract, hein, qui permet de résumer de façon très rapidement et très efficacement l'étude, et ça vous permet d'avoir des données rapidement. Donc ça, c'est une fois que vous avez lancé votre première question, et vous voyez si effectivement les articles qui peuvent vous intéresser. Ce qui est bien sur Consensus, c'est qu'en plus, vous avez accès aux PDF directement quand ils sont disponibles en free access. Un autre chose que vous pouvez demander, et que j'ai fait pour vous, c'est, OK, bah maintenant, moi, j'aimerais aller un peu plus loin, et j'aimerais avoir les termes mesh. Alors, les termes mesh, c'est les termes qu'on utilise sur PubMed, qui permettent d'aller rechercher tous les articles qui m'intéressent à propos de cette question-là. Et donc, en gros, il vous sort les termes mesh, je vous montrerai juste après, qui sont les termes valises, qui sont des grands groupes dans lesquels on va aller chercher les informations. Et donc, il vous fait même une requête PubMed proposée, et vous la faites, vous avez juste à la copier-coller, et aller dans PubMed pour la copier-coller. Je vous le montre. Vous copiez-coller, et vous avez les premiers résultats de cette recherche. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis normalement sur un Word, je vais le montrer. Ok, non, c'est celui-là. Non, vous voyez bien. Donc, j'ai repris les mots-clés que Consensus me donnait, et vous voyez bien les quatre grands groupes qui intéressent ma question. Les benzos. Donc, après, il met une orthographe différente. Donc, il peut mettre des abréviations, il peut mettre le terme en entier, et puis après, il y a différents types de sous-types. Et vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle, alors sans rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle des modulateurs booléens. En gros, il y a le OR et le UND. C'est les deux plus importants à retenir. En gros, vous avez benzodiazépine, mais le problème, c'est que benzodiazépine, il y a plein de termes qui vont être différents. Il y a benzodiazépine, mais il y a aussi BZD. Et donc, ça permet de pouler ensemble. OK, bah, je veux que tu ailles me chercher tous les termes, enfin, tous les articles où il y a benzodiazépine ou BZD. Parce que des fois, c'est bête, juste marqué BZD dans le titre et que ça évite de passer à côté dans la recherche. Ensuite, vous voulez patient âgé. Ben, en fait, il y a plein de termes pour patient âgé. Il y a older adulte, older people, elderly, aged. Donc il y a plein de termes, et donc ça paraît, vous poulez l'ensemble des groupes âgés, et ça vous permet de globalement avoir une littérature la plus exhaustive possible. Et puis, cognitive disorder, pareil, qui permet de pouler un maximum et d'éviter de passer à côté de certains articles. Et donc vous faites ça sur les quatre groupes, avec un modulateur booléen entre les deux qui est un, qui est juste et. Donc en gros, je veux benzodiazépine ou BZD, et également le mot-clé âgé ou elderly ou vieux adulte, et cognition disorder, enfin atteinte cognitive ou démence ou maladie d'Alzheimer, etc. Et je veux plutôt que ça soit des traitements au long cours. Donc ça, c'est le modulateur, c'est comme ça que ça fonctionne sur PubMed. Donc, je l'ai simplifié et je l'ai mis ici. Je ne l'ai pas mis ici, je l'ai mis ici.
Euh, je l'ai mis ici, et donc vous vous retrouvez avec 389 articles. Alors, vous voyez que lui, Consensus, il vous donne quelque chose de très précis qui permet d'écrémer encore plus les articles, donc ça fait gagner un peu de temps. Mais voilà, ça apporte un peu de complexité. Si on reprend juste quelque chose qui est simple, comme ce que je vous ai noté sur le Word ici, eh bien, vous avez 389 articles. Et une fois que vous êtes ici sur la page de PubMed, vous voyez ici, vous avez l'ensemble de la littérature, et donc vous voyez que ça augmente progressivement au fil des années, hein. Il y a de plus en plus de littérature sur le domaine. Eh bien, le projet que je vous propose, c'est de regarder juste les articles les plus récents. Vous pouvez prendre les 10 dernières années, en général, c'est suffisant. Ça permet d'avoir des informations, et vous passez à 211 résultats. Souvent, un truc que je fais en général, quand je commence, c'est que je veux les articles où je sais que le PDF, il va être disponible. Et donc je mets Free Full Text. Comme ça, je sais que globalement, je vais cliquer sur l'article et je vais avoir les principales informations et j'aurai accès au PDF, ce qui est quand même plus agréable. Donc par exemple, si je clique sur celui-là, je sais que, hop, je vais avoir directement mon article qui va être juste en dessous. Et donc j'ai accès à tout l'article. Donc là, pareil, hein, je commence par lire l'abstract, puis après, je lis l'introduction, puis après, je vais lire la discussion qui me permet... Alors, pas forcément toute la discussion, ça sert à rien de lire toute la discussion au début, juste les premières lignes de la discussion, ça vous permet d'avoir les premiers résultats, une synthèse rapide, et comme ça, vous savez à peu près de quoi ça parle. Et est-ce que Donc, je peux, vous avez fait... Ouais, couper juste 2 secondes, juste pour savoir, merci beaucoup. Enfin, attendez, j'ai coupé ma vidéo, c'est Antoine Roblet, là, je suis pharmacien au Sésame. ouais, Je connaissais pas Consensus. ok. Je Oui, oui, sais pas depuis. c'est assez nouveau, ouais, oui. Ah, bah, enfin, c'est juste révolutionnaire, en fait. Ouais, En- ça... Enfin, moi, je trouve voilà. l'outil très bien, après... Et alors après, la question, c'est Consensus, il explore quelle base? Et on sait, c'est quoi? C'est toutes les bases, c'est PubMed, c'est Cochrane, C'est tout, c'est toutes les bases et c'est essentiellement PubMed parce que c'est lui qui va chercher, mais il va chercher toutes les bases, c'est pas que PubMed. ok, c'est l'ensemble. Et ça, au niveau de l'outil, je veux dire, en termes de fiabilité, en termes d'exhaustivité dans la recherche, on est sûr que ça passe pas à côté. Enfin, il y a une certaine Moi, validation j'utilise scientifique de la base ou pas? On sait ou comment ça a ça, été. je pourrais pas vous dire. Moi, c'est sûr que je l'utiliserai pas pour l'exhaustivité. Ok. En fait, moi, je l'utiliserai vraiment, si vous voulez, on en est. Ouais, sur l'équation de Je- recherche. Sur l'équation de recherche, déjà, pour se redire, est-ce Ouais, que. c'est ça. En fait, pour moi, on en est là. On est vraiment sur le côté du plus large, et puis Ouais. on va aller du plus large au plus précis. Donc vraiment, c'est la première étape. Ça permet d'avoir une idée, et surtout, ça permet de repérer si effectivement il y a des questions pertinentes. Et là, on voit, par exemple, que juste sur ce qu'il nous dit, ben voilà, ça n'a pas l'air d'être très clair, en tout cas, la réponse à cette question. Donc déjà, on se dit, ah bah, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Et c'est après que je vais aller sur PubMed. Ok, là c'est la version non premium, parce que en même temps que vous parliez, je regardais, j'explorais un peu, j'ai pas réussi à retrouver cette synthèse qui est faite, qui est assez, qui permet de répondre, vous voyez, des fois, peut-être de manière sur des questions, pour déjà Normal, avoir un peu une idée, mais Normalement, moi j'ai la version payante, mais ça me permet juste d'avoir, de mettre plus, enfin d'aller lui demander d'aller chercher plus d'articles et de faire plus de requêtes. Normalement, ça, vous avez la même chose, ok, mais ok, peut-être que je me trompe. ok. Merci beaucoup. Euh, Pas de souci, merci. Donc là, voilà, vous avez à peu près les articles. Alors, je vous ai fait l'exemple de, au tout début, ce que vous pouvez faire aussi. Et c'est pour montrer à quel point les indicateurs booléens sont importants, c'est pas ça que je voulais faire. Si je reprends les mots-clés qui sont très simples, hein, qui sont ceux-là, benzodiazépine, or hypnotique, or cognitive décline, or dementia, and elderly age, en fait, vous allez voir que je vais avoir 2128 résultats, ce qui est une très grosse quantité de résultats, mais parce que mes modulateurs, enfin mes mots-clés, si vous voulez, mes mots-mèches sont trop larges, et donc du coup, ils vont chercher vraiment, dès qu'il y aura le mot cognitive decline, ou dementia, ou elderly, il va me mettre l'article, et donc forcément, je vais avoir plein d'articles qui vont pas forcément m'intéresser. Tout l'intérêt de quand même de screener de façon un peu plus importante avec des modulateurs booléens plus précis, notamment d'utilisation des mèches. Ça, c'est un peu plus avancé. Je suis pas sûr que ça soit forcément intéressant pour vous dès le début, mais
c'est important de le savoir que plus vous allez être précis, plus vous allez retrouver des articles facilement qui vont répondre à votre question. Une fois que vous avez fait ça, ok, vous dites, bon, bah, très bien, j'ai cliqué sur un article. Euh, Vous avez ici, en plus, vous avez l'article en entier. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, là, c'est un autre outil, ce qu'on appelle Zotero, qui est un outil gratuit, que vous pouvez télécharger. C'est rapide, vous le téléchargez, et je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Normalement, vous le voyez. Donc, en gros, vous avez sur votre PC, donc, Zotero. Avec ici, vous avez ma bibliothèque. Et donc, c'est par exemple, je sais pas, sur mon travail de voilà, sur les neurofilaments, bah, c'est tous les articles que j'ai utilisés pour les neurofilaments. Et donc, ils sont enregistrés dans cette base de données. Donc, je me suis fait une petite sous-partie normalement que je viens de perdre. Où est-ce qu'il est? Pendant que tu cherches, Quentin, je veux Ouais, juste hop préciser là. que tu dis qu'on télécharge Zotero pour ceux qui seraient comme nous un peu contraints par leur service informatique à ne pas pouvoir télécharger Zotero en logiciel en dur. Il y a une version portable qui existe et du coup, bah, on peut la mettre sur tous les PC. Donc, c'est pratique et c'est pas très lourd. Donc, on peut passer outre parfois le service informatique. Oui, c'est vrai que c'est pas très lourd. Et puis surtout, vous pouvez le faire il y a vous pouvez vous connecter avec un login et enfin, vous pouvez vous connecter juste via le moteur de recherche. Et donc, du coup, et donc, une fois que vous l'avez, en fait, ça marche. Vous installez un module dans votre moteur de recherche. Je vous remets sur ça pour vous le montrer. Vous l'installez sur votre moteur de recherche. J'attends juste que ça parte. Donc, par exemple, je me mets sur l'article ici. Et puis, en fait, vous allez avoir un add-on qui va s'installer ici. Donc, il est juste là, sur la petite page. Et ça permet donc là, c'est bien enregistré dans Séminaire de recherche. C'est le groupe que j'avais créé. Et donc, il va enregistrer le titre, le texte intégral. Ce qui est vraiment bien parce que du coup, si je retourne, eh ben, je vois qu'il est bien ici. Et je peux cliquer dessus et j'ai le PDF qui est directement enregistré sans forcément que j'ai besoin de euh, retourner sur PubMed, trouver le PDF, etc. Donc ça, c'est pratique. Alors, une fois que vous avez enregistré, je vais vous mettre un deuxième article pour essayer d'en trouver un, pour vous montrer quelque chose. Évidemment, c'est trop. Je vais regarder celui-là. Donc des fois, vous avez directement le PDF. Même là, normalement, si vous l'enregistrez sur la page, ça va l'enregistrer directement. Le gros avantage de Zotero, c'est d'une part, ça vous permet de l'enregistrer. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de retourner sur PubMed et de vous perdre dans les méandres de tous les articles qui sont. Et puis, vous pouvez rajouter des notes. Ici, vous avez toutes les informations. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous avez le résumé qui est déjà mis. Alors, Zotero, c'est très complet. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Puis, vous avez le PDF qui est normalement déjà enregistré quand il est disponible. Pourquoi Zotero, ça va vous faire gagner également du temps après. Je me remets sur le Word. En fait, une fois si vous voulez par exemple rédiger un article, une revue de la littérature, ou juste un résumé de ce que vous avez fait, vous avez pareil un add-on qui se met dans Word. Et donc, si je veux rajouter une citation, par exemple, j'écris une phrase, je veux rajouter une citation, bon, et bien ça me permet de rajouter la citation à mon texte. Si je veux rajouter une deuxième citation, parce que ça vous permet de rajouter une deuxième citation à votre texte. Et à la fin, vous pouvez éditer une bibliographie, c'est juste le bouton à côté, vous appuyez sur éditer, et il vous édite la bibliographie avec le bon format. Il y a 20 ans, devait être écrit à la main et une activité vraiment peu plaisante. Aujourd'hui, ça vous le fait automatiquement sous le bon format. Et donc, ça vous édite votre bibliographie automatiquement.
Donc ça, c'est via Zotero. C'est relativement facile d'utilisation. Et puis de toute façon, maintenant, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui peut vous aider. C'est vraiment facile à installer euh, en général. Donc vous avez identifié votre question de recherche. Vous avez identifié qu'effectivement, il pouvait avoir une zone d'intérêt scientifique. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, on voit bien que la question n'est pas claire sur benzodiazépine et démence. Et donc, vous allez pouvoir peut-être vous dire, bah, OK, bah, je vais peut-être faire une revue de la littérature, je vais peut-être faire une méta-analyse, ou je vais peut-être monter un projet de recherche euh, type, RCT enfin pardon, je vais pas parler en acronyme, type étude de recherche clinique. Alors évidemment, ce serait compliqué avec les benzos, mais on pourrait imaginer, je sais pas moi, traitement paraspégique chez un patient qui vient de faire un AVC. Alors évidemment, ça a été fait plein de fois, mais s'il y avait un intérêt scientifique, ça vous permet en tout cas de commencer à élaborer votre projet de recherche. Autre chose que je vous encourage à faire, je vais vous montrer ça et après on discute. Une fois que vous avez que vous avez fait votre recherche bibliographique, en tout cas que vous avez récupéré euh, et que vous avez des mots-clés qui vous semblent pertinents, donc là vous avez 249, les premières choses à faire pour appréhender une thématique de recherche, c'est d'aller chercher les revues de la littérature ou les méta-analyses. Et donc ici, vous allez chercher méta-analyse et les systematic review. Et ça vous permet d'avoir des informations sur l'ensemble. En général, les revues de la littérature vont faire votre travail de synthèse de l'ensemble de la littérature qui existe sur PubMed et d'autres moteurs de recherche. Et donc, ils font le travail à votre place. Vous cliquez dessus. En plus, vous voyez un qui est déjà qui est en free access et ça vous permet d'avoir une information précise sur l'ensemble, globalement, de la littérature qui existe sur le domaine. Donc, dans un premier temps, pardon, où vous allez lire plutôt les revues et les méta-analyses qui vont vous permettre, en plus, d'acquérir des connaissances sur un domaine euh, plus ou moins, enfin, qui vous intéresse. Donc, si je résume, vous avez un premier questionnement qui part de votre clinique. Vous essayez de construire une question la plus précise possible, et c'est peut-être la partie la plus difficile. Et une fois que vous avez construit votre question de recherche, vous allez voir effectivement si vous allez voir finalement dans la littérature si cette question, est-ce qu'elle a déjà été posée? Alors en général, ça a déjà été posé. Et puis, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que ça mérite de s'y pencher et de construire un projet de recherche dessus? Et puis ensuite, une fois que vous avez un aperçu un peu global que je vous encourage à utiliser plutôt au consensus, vous essayez d'avoir des mots-clés un peu précis pour construire votre modèle sur PubMed. Vous allez sur PubMed, vous commencez par la lecture, vous prenez plutôt les articles qui sont récents, vous prenez la lecture plutôt des revues de la littérature et des méta-analyses, et puis vous regardez à peu près ce qui se dit. Et puis comme ça, vous avancez progressivement dans votre démarche, je vais dire un peu scientifique et de recherche, en tout cas sur la littérature, sur la bibliographie, qui va vous permettre de faire aussi émerger plein d'autres questions qui vont vous intéresser. Et après, progressivement, vous pouvez même aller un peu plus loin. Ah bah, ok, mais on parle de... Là, c'était sur les démences, mais est-ce qu'on a des infos plus précises sur maladie d'Alzheimer? Et donc, vous allez restreindre votre question, par exemple, à juste la maladie d'Alzheimer. Et puis après, on peut aller encore plus loin en disant, bah ok, mais est-ce que sur maladie d'Alzheimer, mais si je regarde les biomarqueurs, est-ce que les benzodiazépines prises de façon chronique chez les sujets âgés vont jouer sur la bêta-amyloïde, par exemple? Donc, ça va vous permettre d'aller à chaque fois un peu plus loin dans votre recherche et dans tous vos questionnements qui vont vous permettre d'avoir une connaissance la plus approfondie possible sur un domaine. C'est comme ça qu'on construit au fur et à mesure aussi nos connaissances et nos compétences, hein. Au fur et à mesure, on va élaguer des choses qui vont du moins précis jusqu'au plus précis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Ouais.
Ce que vous avez décrit, et merci pour tout ça. Moi, je connaissais pas mal de choses, mais ça m'a remis les idées en place et merci pour aussi pour consensus. Ça, c'est valable pour les études comparatives avec des bras et tout ça, expérimental, témoin et tout, mais pour des études plus descriptives, il faut qu'on suive la même méthodologie PICO, c'est la même chose pour un truc très descriptif. Si par exemple on veut faire par exemple plutôt oui on peut utiliser enfin tu peux utiliser pour aussi pour les analyses descriptives ou pour euh, les recherches par exemple pour les recherches qualitatives hein, c'est Ouais, pareil. ouais, Mm. ok, En fait merci. vu que ça va sur la base de données générale PubMed en fait euh, tu auras accès globalement à tous les articles. Donc, ça va pas discriminer, ça va pas forcément discriminer. Et puis après, la méthode PICO, de manière générale, même si c'est pour quelque chose de qualitatif, tu as besoin d'avoir une question précise. Donc, ça va t'aider ça va t'aider quand même à définir en tout cas ta question. Bon, sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vas-y. Oui, excuse-moi, Quentin, c'est moi qui ai mis les 1, j'ai pas fait exprès. Euh, merci à tous, effectivement, d'avoir été présents. Et juste pour... merci, Quentin, d'avoir fait ta présentation. Moi, j'ai trouvé ça aussi super et Consensus, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais vu l'utilisation, donc c'est chouette. Le prochain webinaire, il me semble que c'est le 31 mars. Pas 31 mars, début mars. Il y en a un début mars, avant 31 mars. Ça doit être le 3 mars. Et ce sera sur les types d'études, les différents types d'études en recherche. Donc voilà. Et celui d'après, ce sera bien le 31 mars. Et là, ce sera sur les statistiques. Voilà, on vous mettra le lien du replay d'aujourd'hui et puis le lien pour vous connecter le 3 mars dans un prochain mail. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous.